Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là. Quelle relation la génération Y entretient-elle avec le vin? Est-ce qu'on peut dire que ça match entre les 18-30 ans et le tanin? Est-ce que les bouteilles, les flacons ont encore le bon profil pour une relation durable avec les jeunes, ou est-ce qu'ils sont considérés comme une boisson, on pourrait dire à la papa? Ce soir, nous allons contribuer à faire sauter quelques bouchons grâce à Vin et Société qui nous ouvre son laboratoire d'idées. Son laboratoire d'idées est dédié à cette génération Y et est dédié à comprendre justement les relations que ces jeunes, entre guillemets, entretiennent avec le vin. Quelles sont leurs représentations? Quelles valeurs attribuent-ils au vin? Est-ce que ce sont les mêmes que les générations qui les ont précédées? Comment sont-ils usagers, consommateurs du vin? Est-ce que ça fait toujours partie de leur moment de partage et de convivialité? C'est de tout cela que nous allons parler ce soir. Et c'est une soirée que nous voulons la plus conviviale, la plus chaleureuse possible. Dans la deuxième partie de soirée, vous pourrez bien sûr échanger avec nos intervenants, vous pourrez échanger avec les lauréats des films que vous allez également découvrir. Et puis, puisqu'on parle de génération Y, vous partagez aussi avec le hashtag qui est le hashtag Lab20, Y, que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux habituels. Alors, quand on veut partager un moment ensemble, quand on veut qu'un moment soit convivial, il y a des remerciements. Et nous ne ferons pas les remerciements à la fin, mais nous allons commencer par un certain nombre de remerciements. Et le premier des remerciements, il vous revient à vous, parce que vous êtes extrêmement nombreux à venir vous intéresser ce soir à cette question de la génération Y et du vin. Donc, merci infiniment d'être là ce soir. Et vous pouvez vous applaudir. Un autre remerciement qui se veut également extrêmement chaleureux, c'est celui que veut adresser Vin et Société au président du jury, qui est Jean-Marc Rouleau, qui est acteur, mais qui est aussi vigneron à Meursault. Ils vont contribuer à faire aussi de cette soirée une soirée d'échange, une soirée de convivialité, puis une soirée aussi de réflexion, de compréhension. Je vous demande d'applaudir la Revue du Vin de France, l'École nationale supérieure Louis Lumière, l'École du vin de France, Vinocamp, le Festival international du film sur la vigne et le vin Enovideo. Et puis un merci très particulier et très chaleureux à toute l'équipe de la Cité du Vin, sans qui cette soirée, évidemment, n'aurait pas pu être possible. Alors cette soirée, c'est la leur, et c'est peut-être même surtout la leur. Ce soir, vous allez découvrir en avant-première, ici, à la Cité du Vin, les 2 films lauréats de l'appel à projet de Vin et Société, Génération Y et le vin. On va rencontrer très vite les 2 équipes qui sont lauréates, et ce sont ceux qui ont convaincu le jury avec le court-métrage de fiction et également le documentaire. Vous avez beaucoup de chance parce que vous allez les voir les premiers, les voir en avant-première, et ils ont beaucoup de chance également parce qu'ils vont rejoindre la sélection officielle du Festival international de films sur la vigne et le vin qui se tiendra cette année du 13 au 16 juin au Mucem à Marseille. Mais avant de continuer, moi j'ai envie de vous présenter aussi ceux qui vont faire cette soirée, ceux qui vont apporter de l'eau à notre moulin, ceux qui vont nous permettre de réfléchir à cette thématique. Je vous présente les invités de la soirée. Tout d'abord, je vous demande d'applaudir Christelle Leprel, qui est la déléguée générale de Vin et Société. Je vous demande d'applaudir celle qui joue aussi à domicile, Solène Jaboulet, directrice marketing et de la communication de la Cité du Vin. Dominique Hutin, auteur pour les revues Hédonie 180 degrés et 12 degrés et demi. Vous connaissez peut-être sa voix parce qu'il est chroniqueur de l'émission On va déguster sur France Inter. Corinne Boulbès, qui est co-rédactrice en chef de la revue des œnologues et responsable du festival international Enovideo. Je vous demande également d'accueillir Denis Savreau, directeur de la rédaction de la Revue du Vin de France. Et enfin, sans faire offense à leur carte d'identité, un représentant de la génération Y, Tanguy Brémaud, président du club d'œnologie de la Cage Business School de Bordeaux.
Alors, je vais vous inviter à vous asseoir. Je vais garder avec moi Christelle Leprel et Denis Savreau, puisque vous allez découvrir maintenant qui sont les lauréats. Vous allez à présent découvrir et rencontrer les lauréats des 2 catégories, court-métrage et documentaire. Et comme pour tout appel à projet artistique, comme pour tout projet cinématographique, la question du sens a été extrêmement importante dans leur travail. La question qu'ils se sont posée et autour de laquelle, évidemment, nous allons débattre ce soir, c'est que voulons-nous montrer ? Leur œil, leur point de vue, leur sens de l'esthétique ont conquis le jury de l'appel à projet Vin et Société Génération Y et le vin. Et ces lauréats, c'est Jean-Marc Rouleau, le président du jury, qui va nous les révéler. Et comme Jean-Marc Rouleau est tout autant un homme des vignes, et c'est ça qui le retient ce soir, qu'un homme d'écran, eh bien, c'est en vidéo qu'il va nous les révéler. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureux d'être en partie parmi vous ce soir grâce à la vidéo. De continuer à les applaudir chaudement et on va les inviter à nous rejoindre sur scène pour le prix de la Génération Y Vin et Société, partenaire de l'édition 2019 pour le court-métrage de fiction Sierra Séduction, Édouard Azoulay et Antoine Sfer. Pour le prix Génération Y Vin et Société, édition 2019 pour le documentaire La vie sous le bouchon, Serena Porcher-Carly et Vincent Zanetto. Vous voulez leur dire un petit mot ? On tenait à vous représenter nos félicitations pour l'investissement dont vous avez fait preuve et l'originalité dont vous avez fait preuve dans des styles totalement différents. Et puis j'espère que le choix du jury sera aussi celui du public ce soir. Bravo à vous 4 et merci encore de votre participation. Voilà, en effet, oui, nous sommes très fiers d'être à vos côtés et de saluer le travail et surtout l'originalité de ce que vous allez nous proposer et qu'on va pouvoir visionner dans un instant. Merci beaucoup et bravo. Alors ces films, évidemment, nous allons en parler, nous en débattrons même. Ça sera la deuxième partie de cette soirée. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est qu'on rejoigne nos fauteuils, qu'on se cale bien. Je vous invite à déguster les 2 films. Merci. Alors je vais demander aux lauréats et puis également à tous ceux qui vont intervenir, à nos invités de venir rejoindre leur fauteuil, et singulièrement les lauréats, puisqu'on va parler évidemment de vos films. Alors je vous laisse prendre place, et ce que je vous propose, c'est qu'on soit chronologique, donc on évoque Sierra Séduction. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est que de vous deux, Édouard et Antoine, il y a un professionnel de l'image et un professionnel du vin. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu l'un le Merlot et l'autre le Cabernet Sauvignon et que finalement ça fonctionne bien parce que vous êtes comme un assemblage et que c'est l'assemblage des deux qui a fait naître Sierra Séduction? Est-ce que, au contraire, ça s'est pas du tout passé comme ça? Si, exactement. Les métaphores vin de Bordeaux, ça marche. Ouais, j'ai compris. Oui, bien sûr. C'est une passion qu'on a tous les deux. Moi, j'ai découvert le vin grâce à Antoine, enfin un peu plus jeune avec mon père, c'est comme la scène qu'on voit dans le film, mais c'est vraiment avec Antoine que j'ai appris à déguster et à apprécier ce qu'était le vin. Et je suis un professionnel du cinéma, enfin de l'image. Et c'est une passion qu'il partage aussi, donc effectivement, c'est comme ça, c'est à nous deux, on a... Pardon, je me perds, mais ah non, c'est très clair pour nous. Comment? C'est très clair pour nous. Très bien. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce qu'il y a un parti pris dans le film. C'est vrai, quand on parle du vin, souvent, et on l'entend aussi dans les commentaires, ensuite dans La vie sous le bouchon, c'est souvent très
des vocabulaires très techniques ou très riches, ou en tout cas, il faut montrer qu'on s'y connaît. Et quand le caviste que vous interprétez va citer Tolstoï, va citer Dostoïevski, il y a quelque chose qui a rapport aussi avec la culture dans tous les sens du terme. Il faut avoir de la culture pour parler de la culture, il faut avoir de la culture pour parler du vin. Vous avez un parti pris qui est celui de parler aussi avec légèreté du vin. C'est quelque chose qui est lié intrinsèquement à votre génération, à cette fameuse génération Y dont on parle ce soir ? Oui, je pense qu'il y a un certain décalage entre l'industrie vitivinicole et on peut le voir notamment dans le documentaire comme dans notre film, ce mur qui existe entre les vignerons, qui soient jeunes ou un peu plus âgés, et les consommateurs finaux qui finalement n'ont pas toujours besoin de tout ce qui est détails techniques sur est-ce qu'on a mis du merlot, du cabernet, du petit verre d'eau, du carméner et autres, mais ils veulent juste parler de plaisir parfois, de plaisir gustatif ou alors de plaisir qu'on partage. Je pense que c'est important de le noter, c'est important de le souligner dans notre film. C'est important d'ailleurs, même en termes métaphoriques, le vin qui est bu par Anaïs et Jérémy s'appelle l'émotion. On a trop coupé le monde du vin de l'émotion que peuvent en ressentir les consommateurs et même de l'émotion des producteurs. Ouais, je pense. Après, c'est un univers très compliqué. Il faut vraiment s'y intéresser pour connaître les tenants et les aboutissants de toute la production viticole. C'est pas étonnant si, par exemple, je pense à Charles Baudelaire, qui connaissait très bien le vin, qui était quelqu'un de très éduqué et qui disait je sais combien il faut sur la colline en flamme de peine, de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point ingrat ni malfaisant. Car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme, usé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. La barre est très très haute. C'est l'âme du vin de Baudelaire, c'est la deuxième et la troisième strophe. C'est magnifique, mais c'est pour moi, c'est important de dire que c'est Baudelaire, parce que c'est quelqu'un qui était très éduqué, qui était un littéraire, et tout le monde n'a pas forcément envie de s'y connaître comme lui. Serena Porcher-Carly et Vincent Zanetto, dans le documentaire, on va retrouver cette question de l'émotion aussi. Le documentaire, c'est un point de vue sur un fait, mais c'est aussi un point de vue esthétique. La question de l'émotion, elle se pose aussi de bout en bout. C'était quelque chose qui était indispensable pour vous aussi, de laisser parler ces émotions, tant dans un ressenti très simple, celui de la convivialité, que celle qu'on peut avoir aussi en se rendant compte de ce qui est véritablement la vie d'un vigneron. En fait, nous, notre but, c'était vraiment de montrer une ambiance et, vous l'avez bien dit, une émotion. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre le domaine documentaire et le domaine du reportage. Et le vin, en plus, tu l'as très bien dit, Antoine, c'est tout ça, c'est l'émotion. Et Non, je voudrais qu'on revienne sur le parti pris esthétique. D'accord. C'est vrai et c'est là aussi que se niche la différence peut-être entre le reportage et le documentaire. Oui, et effectivement, je pense que c'est un peu une question de la génération Y aussi. Bon, d'autres l'ont fait bien avant, mais le documentaire se dépoussière un peu et de plus en plus, le documentaire se doit de montrer aussi une esthétique de l'image qui est cinématographique et du son aussi. Il y a un vrai travail dans le son qui doit être fait. Et moi, je pense que c'est très, très important. On est dans du cinéma, pas dans du reportage. Et de toute façon, ça se prêtait bien à ce qu'on voulait dire, parce que je crois que tout ça, c'est beaucoup une question de sentiment, quoi. Vincent, justement, c'est intéressant. Comment vous êtes entré dans le projet avec cette question du son ? Qu'est-ce que vous attendiez ? Qu'est-ce que vous avez aussi eu envie de faire passer sur cette question de la génération Y et le vin à travers le son ? Alors au son, il y a deux choses. Déjà, moi, je voulais faire une musique qui peut donner une émotion sur un sujet qui est le vin. Donc, je pense que c'était un peu pour moi un défi. Je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, j'ai essayé. Et autrement, par rapport au documentaire, comme tu disais, c'est pas comme le reportage. Le documentaire permet d'avoir ces moments en fait de contemplation, de pause où il n'y a pas forcément de propos, et c'est à ces moments-là que le son doit s'installer et faire un travail justement pour transmettre ses émotions. Et on se rend compte aussi de combien le métier de vigneron, presque le sacerdoce du vigneron, c'est quelque chose de très solitaire qui est complètement presque en opposition avec la façon dont nous, consommateurs du vin, appréhendons ce vin. C'était vraiment une question là aussi centrale, quelque chose que vous aviez envie de montrer ?
Oui, exactement. Et puis c'est un peu le sens qu'on peut donner au titre du film, qui est La vie sous le bouchon, qui est derrière ce vin, ce jus. Il y a vraiment toute une vie qui se fait en fait, et des gens pour qui c'est la vie de tous les jours et un métier passionnant, on le voit, et qui demande énormément d'investissement humain. Merci beaucoup à tous les quatre pour les belles émotions que vous nous avez données ce soir. Et on vous souhaite surtout une belle continuation, puisque je vous rappelle que les films vont faire partie de la sélection officielle du Festival international de films sur la vigne et le vin. Merci beaucoup, et je crois qu'on peut encore les applaudir. Alors nous allons aussi débattre avec tous ceux qui nous ont rejoints ce soir, et avec les lauréats. Ils représentent aussi la génération Y. Tanguy Brémaud, vous êtes président du club d'œnologie de la Kedge Business School. Pourquoi un club d'œnologie dans une école de commerce? Est-ce que c'est un petit hocher, ou au contraire, est-ce que parler du vin, parler d'œnologie, singulièrement à Bordeaux pour des étudiants, c'est quelque chose d'important? Alors, pour être honnête, un club d'œnologie en école de commerce, c'est quelque chose qui se fait un peu partout. Plus singulièrement à Bordeaux, parce qu'on est dans une région viticole et avec une vraie culture, donc on a ressenti une réelle demande, un réel besoin des étudiants de découvrir ce monde viticole, cette culture de Bordeaux. Et donc à travers ce club, on a décidé de faire découvrir donc ces vins, particulièrement à Bordeaux, puisque c'est la région dans laquelle on est, mais donc c'est faire découvrir ces vins qui parfois sont inabordables pour des étudiants. Et donc, on permet à ces étudiants-là de déguster des vins de Bordeaux qui parfois sont extrêmement chers et inabordables. À côté de ça, on essaie aussi de les éduquer à éduquer leur palais, à éduquer tout simplement à la dégustation du vin, c'est-à-dire à faire des commentaires, donc sans vouloir trop intellectualiser le vin, mais en gardant cette partie un peu théorique et culturelle du vin. Et d'une autre part aussi, c'est qu'on essaie de les déplacer vers le monde de l'œnotourisme. Donc c'est la raison pour laquelle on essaie de les initier à l'œnotourisme en leur faisant visiter différents châteaux à Bordeaux. C'est pas du tout anecdotique, parce que certes, Kedge, c'est une grande école en termes d'inscrits. C'est 300 à 400, je crois, adhérents que vous avez dans l'association. Et ce que vous nous dites, c'est essentiel. Certes, il y a la dégustation, mais il y a aussi les rencontres. Le but, c'est aussi de montrer que derrière les bouteilles, il y a des hommes. Et absolument, derrière les bouteilles, il y a forcément des hommes, comme on l'a pu voir dans les courts-métrages. Mais on est avant tout dans une école de commerce, donc dans une école où on a besoin de faire des relations. Et cette association permet aussi ça. Au travers de ces conférences, différents professionnels du vin viennent intervenir. Et on pousse à l'interaction en fait, entre justement les acteurs directs du monde du vin, mais aussi les étudiants qui ne s'y connaissent pas forcément. Donc c'est un moment de partage, et c'est ce qu'on pousse à faire. Merci beaucoup Tanguy Brémaud. Je vais vous faire réagir, Dominique Hutin, sur un petit mot que vient de dire Tanguy Brémaud, mais aussi ce qu'on a entendu tout à l'heure, notamment dans le documentaire La vie sous le bouchon. Donc je rappelle que vous êtes auteur pour les revues 180 degrés, 12 degrés et demi, et chroniqueur pour France Inter. Cette question de l'interaction entre le monde du vin et cette génération Y, elle se pose véritablement. On a beaucoup entendu, moi je choisis sur l'étiquette, s'il y a un petit bout en plus, c'est un point bonus. Je choisis parce que c'est joli, je choisis parce que ça me fait envie. Est-ce que finalement, dans cette génération qui est très digitale, très intéressée aussi par toutes les questions environnementales, il ne faut pas aussi changer peut-être le mode de communication vis-à-vis de cette génération? Est-ce que finalement, des choses très simplement visuelles, ça peut aussi servir à cette sorte de médiation? Voilà, c'est bien résumé. Merci, au revoir, on passe à la personne suivante. Non, mais je crois qu'on est tous pareils devant. On l'a vu d'ailleurs, c'est assez bien rendu dans l'acte d'achat. On peut rester tous interdits, quand bien même on est plusieurs professionnels alignés. Là, on est parfois totalement interdits face à une bouteille. Or, qu'est-ce que c'est qu'une étiquette? C'est une promesse. Qu'on achète le Château Pavie à 20 milliards de dollars, ou alors le Cubi de Gérard Bertrand qu'on a vu passer, qui accuse quand même moins de zéro sur le ticket de caisse. Dans tous les cas, lorsqu'on se projette, c'est une promesse. Il faut que cette promesse-là soit tenue. Et le premier contact, le premier média, si on peut le dire comme ça, c'est cette étiquette. Et on est bien obligé de dire qu'on est l'ancien monde à ce titre-là. C'est-à-dire qu'on accusait, je le mets à l'imparfait, on accuse encore, mais on accusait un retard. Alors,
C'est le poids de l'histoire. 2000 ans d'histoire, c'est sympa, mais au final, et d'ailleurs, les messieurs le savent, lorsqu'on va au restaurant, monsieur, vous avez choisi. Et là, c'est vous qui êtes dépositaire de 2000 ans d'histoire. Il vaut mieux savoir, mon gars, à ce moment-là. Parce qu'il y a un grand blanc qui s'installe. Donc, on a quand même toute cette chose-là qui nous a traînés. Alors, c'est aussi notre talent. C'est aussi notre talent, cette histoire-là. Et puis, on a vu tout doucement les étiquettes devenir un peu plus délurées. Et puis, le champ lexical s'élargir. C'est-à-dire qu'avant... il y avait des caudalis, donc je vous invite, si vous avez un smartphone, à regarder ce que ça veut dire. Oui, c'est pas tout à fait, c'est un peu hermétique. Accessoirement, le vin pouvait avoir de la cuisse, mais ça aussi, c'est un peu compassé. Et aujourd'hui, si vous allez dans le 11e arrondissement de Paris, tu vois, il y a la torchabilité. Bon, ça, c'est plus hipsterisation. Non, je force le trait, évidemment, mais ce sont que des choses que vous avez pu entendre. Et puis, par rapport à ça, par rapport à ces digues, au final, qui ont sauté, on pourrait trouver un symbole qui est le vin nature, qui est plus bio que bio. Et ce vin nature, c'est un terrain de jeu qui est assez intéressant pour les jeunes. Peut-être que d'autres vins ont eu valeur d'initiation à un moment, mais maintenant, au moins en tissu urbain, ce vin d'initiation, un peu décomplexé, avec des étiquettes un peu plus sexy, des éléments de langage plus appropriatifs, c'est le vin nature. Et donc, à ce titre-là, quoi qu'on en pense, et on a le droit de ne pas être d'accord, à ce titre-là, c'est un laboratoire formidable. C'est ce que moi, je veux retenir. Laboratoire comme les bio-historiques d'il y a 40 ans, ceux qui étaient ghettoisés, ceux qui ont ouvert les vannes, qui ont été les premiers à avoir raison avant tout le monde, ceux qui ont essuyé les plâtres. Mais c'est un peu le même parallèle, voilà, c'est un petit peu la même chose. Et puis, cette génération-là, il faut quand même s'occuper d'elle, parce qu'accessoirement, en 2020 c'est demain matin, hein, c'est mardi prochain, et ben, en 2020, cette génération-là, c'est la moitié de la population mondiale. Et cette mouvance-là, cette génération-là, elle est totalement portée par l'idée de la valeur de l'individu, d'une part, et puis aussi de l'environnement, aussi. Et mieux que ça, ou pire que ça, pour ceux qui ne vont pas soulever une paupière assez tôt, c'est que ces gens-là, ces jeunes-là, ils vont mettre en adéquation leurs convictions avec leurs actes d'achat. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et quand on sait que la société tout entière est traversée par les considérations environnementales, mais là, je parle de ma grand-mère qui achète du bio, je parle du sommet de l'État. Vous voyez bien comme la politique s'invite dans ces considérations-là. C'est un point où demain matin, dans 30 millions d'amis, vous allez avoir un article sur quel vin bio pour Montequel. Enfin, on en est là. Les choses s'accélèrent. Donc, on ne peut plus faire l'économie de cette réflexion-là où toute une somme de choses s'entrecroisent. Et puis, pour revenir, et après, je vous passerai, je rentrerai le micro, mais la mort annoncée de la grande distribution, en tout cas du format hypermarché. Donc ça va y avoir, forcément, ça va déteindre sur le numérique, etc. Donc c'est une nouvelle manière de se raconter qui va s'imposer aux vignerons qui vont devoir étendre leur champ lexical, les images nouvelles, et pour se raconter à l'étranger, là aussi, accepter des codes différents. Merci Dominique Hutin. Dominique nous réserve une petite surprise pour tout à l'heure. Je suis sûre que vous allez beaucoup aimer. En tout cas, s'occuper de cette génération Y, Christelle Leprel, Vin et Société, c'est une de ses missions, la question de la transmission. Là, ce soir, cette soirée consacrée à la génération Y et le vin, l'appel à projet autour du cinéma, c'est une de vos missions. C'est une de nos missions. C'est vrai que quand on parle de vin en France, on a coutume de parler de patrimoine. Et le patrimoine, évidemment, fait tout de suite appel à une autre notion qui est celle de la transmission. Et la notion de transmission, c'est une notion qui anime toute la filière viticole et qui est tout à fait présente à notre esprit, parce que un patrimoine, c'est quelque chose qu'on peut mettre au musée, mais c'est avant tout quelque chose qu'on a envie de voir vivant et transmettre aux générations futures. Et c'est la raison pour laquelle Vin et Société, au nom de toute la filière viticole, a créé ce laboratoire d'idées sur la génération Y et le vin, pour voir comment est-ce qu'ils s'intéressent au vin, est-ce qu'ils s'y intéressent, quelles sont les représentations, quels sont leurs goûts. Et en fait, moi j'ai beaucoup apprécié les deux films qu'on a pu voir ce soir, que ce soit cette fiction ou ce documentaire, parce qu'ils nous donnent à voir toutes les facettes à travers lesquelles la génération Y s'intéresse au vin. Alors on le voit avec des aspects un peu, on va dire, éclectiques. Il y a tantôt la vision un peu à la papa, comme vous disiez, c'est-à-dire on entend les jeunes en train de dire non mais moi je suis pas, enfin si je suis rebelle, je bois pas du vin. Le vin c'est une boisson, c'est un alcool pour les vieux. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on entend dans le documentaire et qui nous fait écho. Et puis on entend aussi dans le même temps,
On voit bien le vin, ça a une dimension statutaire, ça a une dimension de travail, de labeur, de plaisir et de plus en plus de souvenirs, d'émotions. Et tout d'un coup, tout se mêle. On voit que c'est pas des représentations aussi figées, aussi attendues qu'on pourrait le croire, où tout est imbriqué. Et moi, je voulais les remercier et leur redire encore bravo parce que ils ont réussi à faire que dans ces deux aspects, on arrive à voir des métiers qui sont des métiers d'art et d'artisanat mêlés, que sont les métiers de vigneron et les métiers de scénariste, réalisateur. Et c'est tout ce qu'on a envie de transmettre chez Vin et Société, cette dimension de modernité. Et ce qui n'empêche pas de regarder vers le passé aussi, mais avant tout de se tourner vers la transmission auprès de la génération Y. Voilà. Merci Christelle Leprel. Je suis sûre que vos propos vont trouver une résonance aussi chez Denis Savreau, directeur de la rédaction de la Revue des Vins de France. La Revue des Vins de France, c'est un incontournable, c'est presque une bible pour les amateurs. Comment aujourd'hui faire dialoguer ces générations, cette génération et celles qui les ont précédées pour transmettre justement, est-ce qu'on transmet ce goût du vin, est-ce qu'on transmet ce goût du patrimoine et ce goût de la convivialité qui a traversé les générations précédentes ? Alors, la transmission de ce goût, de cette culture, de ce patrimoine, c'est effectivement un sujet tout à fait important. J'ai apporté quelques chiffres juste pour que d'ailleurs Vin et Société connaît très bien, sur la génération Y, donc tous ces jeunes nés aux environs de l'an 2000 et la relation qu'ils ont avec le vin. Aujourd'hui, il y a 30% de cette génération qui sont des non-consommateurs de vin. Il y a 3 jeunes sur 10 qui boivent du vin 1 ou 2 fois par semaine. Et puis, il y a moins d'1 jeune sur 10 qui boit du vin chaque jour. Bon, chaque jour, vous allez me dire, c'est peut-être beaucoup, mais enfin bon. Donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces films, et dans les 2 films que nous avons vus et qui est relatif à la transmission, c'est d'une part la présentation des deux difficultés pour transmettre ce goût du vin. C'est que, d'une part, le goût du vin n'est pas naturel pour l'homme, et c'est un apprentissage, c'est une culture, et si on dépose une goutte de vin sur la langue d'un bébé, il fait la grimace, alors que si on lui fait goûter ou on lui fait sentir un jus de fruits, il sera tout à fait content et heureux. Donc il y a un véritable travail. Et d'autre part, en effet, on a vu de façon très amusante les mécanismes de transmission de la culture et du goût du vin, les mécanismes traditionnels, notamment par la famille, qui aujourd'hui, pour des tas de raisons, est de plus en plus, parfois de plus en plus éclatée, mais par la famille ou même et longtemps d'ailleurs par le père de famille. Eh bien, tout ça est en train un peu aujourd'hui de reculer ou d'être en tout cas contesté par cette nouvelle génération. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Là, je rejoindrai ce qu'a dit Dominique Hutin. Il y a une chose qui me paraît tout à fait fondamentale, plutôt d'ailleurs que de chercher à apprendre ou à faire passer les vieilles hiérarchies du vin, la connaissance un petit peu classique et magistrale d'antan. Il est très important de souligner sans cesse, chaque jour, quotidiennement, le lien du vin avec la nature et le fait que le vin est un produit naturel. On voit très bien que, par exemple, en Chine, les Chinois associent spontanément le vin, ou même, d'ailleurs, plus près de nous, en Angleterre, associent spontanément le vin avec un produit naturel. Alors, c'est un moyen de parler à cette jeune génération, la génération Y, qui est très engagée contre le réchauffement climatique, pour la survie et la sauvegarde de la planète. C'est très important de faire passer ce message. Le vin est un produit naturel, et pour ça, il faut soutenir les vignerons qui s'engagent dans la voie du bio, de la biodynamie, et même d'ailleurs du nature. Bon, toutes les expériences ne sont pas réussies, mais tout cela contribue en effet à mobiliser, à rendre le vin attractif pour les jeunes gens, et c'est vraiment quelque chose de très important de maintenir ce lien. J'ajouterais de travailler ce lien même. Et une autre chose me paraît importante, favoriser aussi tout ce qu'on appelle un peu le fait de pouvoir prendre son temps, parce qu'en effet le vin c'est le partage, c'est la convivialité.
Ce qui se passe dans les villes, me paraît dans les grandes villes, me paraît tout à fait intéressant. Le développement, par exemple, des zones piétonnes, des pistes cyclables. Donc, ça favorise les terrasses, parce qu'il faut aussi avoir en tête l'adversaire peut-être le plus terrible du vin ces 40 dernières années, c'est l'automobile. Le boom du trafic automobile a accompagné la chute de consommation du vin dans notre pays, et un ouvrier qui sortait dans les années 50 de l'usine Renault à Boulogne-Billancourt, il allait boire un verre, il prenait sa bicyclette ou sa mobilette, il allait boire un verre de vin avec ses amis. Aujourd'hui, des gens prennent leur voiture, sont pendant 1h30 sur la route, toujours plus loin, toujours plus longtemps. La voiture a été une catastrophe pour la culture française du vin. Et donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans les grandes villes et le renouveau des zones piétonnes, le développement des terrasses, le fait de pouvoir prendre le temps de partager le vin, ça, c'est aussi pour la génération Y, pour tous les jeunes gens, quelque chose qui est vraiment tout à fait formidable. Et ça tombe bien, ici on vient beaucoup en tramway et c'est une vraie ville de terrasse. Je crois que ça va vous parler, Solène Jaboulet. Puisqu'on parlait de nature, il y a aussi la culture, et c'est vrai, cette génération Y, elle n'est pas du tout absente de la Cité du Vin. On les voit, et quand on rentre, et ce soir, dans la salle aussi, on voit cette génération. Selon vous, ici à la Cité du Vin, que viennent-ils chercher, ces jeunes de 18 à 30 ans ? Ils viennent y chercher une culture, aussi, il faut le dire, un lieu emblématique de Bordeaux qui est devenu un peu un incontournable quand on passe un week-end ici. Mais il faut savoir que le parcours permanent, qui est le cœur de la cité, est évidemment parfaitement adapté à cette génération Y, puisque quand nos visiteurs arrivent, on leur donne un casque et un objet qui ressemble furieusement à un smartphone, dont on sait que c'est le doudou de la génération Y, et qui vous permet d'activer les différents dispositifs et de disposer de toute cette culture qu'on met à disposition sous forme numérique. Donc forcément, la génération Y baigne dans son univers. Au-delà de ça, on propose aussi pas mal d'événements qui attirent les jeunes. Ça peut être des conférences. On en a une il y a quelques mois sur le vin et le sport, donc avec un public très rajeuni. Il y a quelques temps, on avait un week-end spécial Roumanie. On s'est dit, voilà, on va rajeunir notre base. On va proposer une soirée déguisée sur le thème de Dracula pour déguster le vin des Carpates. Je vous assure que ça a eu beaucoup de succès. Et puis, ces jeunes viennent aussi apprendre et découvrir. On l'a vu, beaucoup se sentent complexés de ne pas connaître, de ne pas savoir. Et ça, c'est notre mission de base en tant que lieu culturel, en tant que fondation. C'est d'apporter cette pédagogie, de décomplexer, de dire que oui, tout le monde peut apprendre. On est ouvert à tous, et en particulier à ceux qui n'y connaissent rien. Par exemple, on a un atelier qui s'appelle Sens dessus-dessous, qui apprend finalement les bases de la dégustation, qui apprend à se servir de ces 5 sens pour apprécier un vin. Et ça permet à tout le monde, et surtout à ceux qui n'y connaissent rien, de pénétrer ce monde du vin parfois un peu obscur, et de pouvoir jouer avec les plus grands. Avec 90 000 étudiants sur la métropole bordelaise, il y a un lien aussi à faire avec ce milieu étudiant. Alors là, ils sont un peu plus jeunes, enfin 18-25 ans, on va dire, on restera un peu la tranche de cette génération Y. Mais entretenir des liens avec le milieu universitaire, avec les écoles. Et il y en a plein tout autour de la Cité du Vin. C'est important aussi ? Oui, c'est important pour nous. Et ils aiment aussi, quand on propose des after-work, pas mal de choses en soirée. Forcément, dans la journée, ils travaillent. Mais voilà, ils apprécient ces événements décomplexés, où on peut parler sans avoir crainte de dire quelque chose d'inadapté. Voilà, pas de crainte, je crois que c'est important. Corinne Boulbès pour la Revue des œnologues et le Festival international Œnovidéo. Ça, d'ailleurs, fait partie de certaines des conférences de la Cité du Vin. Cinéma et vin font plutôt bon ménage. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde du vin, dans presque cette dramaturgie, mais au sens littéraire du terme, qu'on va trouver dans le monde du vin, qui fait sens avec le cinéma, selon vous ? Vin et cinéma, oui, c'est un vrai tandem. Il se passe quelque chose de vraiment intéressant quand on les fait se rencontrer. D'ailleurs, on est tous là pour voir ce magnifique tandem ce soir. Moi, premier mot qui me vient à l'esprit, c'est création. Dans les deux cas, on est face à des œuvres d'art. Dans les deux cas, on est face à des œuvres d'art qui sont façonnées par des hommes et des femmes. Et puis, on est aussi dans des œuvres d'art qui, pour moi, là, c'est peut-être la chose la plus importante, travaillent avec une matière première vivante. Dans le cas du vigneron, dans le cas du vin,
On a la terre, on a le terroir, on a les raisins, on a le végétal, on a le soleil, le vent, la pluie. Tout ça passe et change à chaque millésime. Et pour les films, il y a un matériau vivant, le scénario, les acteurs qui sont des êtres humains, la lumière, les mots, le son, la musique. Tout ça, c'est autant de paramètres qui, comme le climat et les millésimes, sont uniques et vont donner une œuvre d'art unique. Vignerons, winemakers, réalisateurs de films, c'est des créateurs, des assembleurs, seuls, souvent seuls, le jour, la nuit, en équipe. Il y a les vendanges, il y a aussi quand toute l'équipe de tournage est là. Donc il y a beaucoup de parallèles. Ils travaillent la même matière. Pour moi, ce sont deux œuvres qui travaillent le vivant. Et en créant et en travaillant le vivant, tous les deux, le cinéaste, le vigneron, ils créent un objet social, un objet sociétal, un lien social. Ils délient les langues. Il se passe quelque chose. Il y a de l'émotion, il y a de l'humain qui émerge de ce travail. Et pour moi, ce sont des créations uniques et des émotions partagées. Et j'ai beaucoup aimé ce lien qu'on retrouve dans les deux films, parce que pour moi, on est au cœur du sujet, au cœur de la question. Ça revient chez vous avec votre inspiration de cinéaste, et c'est ça que vous avez identifié dans le monde du vin et les vignerons. Donc on est dans cette rencontre, on est dans le tandem de l'émotion, on est dans le tandem du vivant. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que c'est un vecteur de connaissance et de transmission. Que ce soit le cinéma ou le vin, on est bien plus que dans l'objet, on est bien plus que dans l'objet premier, on est bien plus que dans une bouteille de vin ou une bobine de fil. On est dans un symbole culturel, on est dans un symbole spirituel. Et puis aussi, comme il y a toute l'humanité dans le vin et dans le cinéma, on retrouve aussi les grands clivages, l'industrie d'un côté, l'artisanat de l'autre, le showbiz, l'authenticité. On retrouve toutes les grands tiraillements et les grandes tensions qu'on trouve chez les humains. Et en fait, le festival Eno-Vidéo est né de ça, de cette intuition qu'il y avait une rencontre magique à faire entre le monde du vin et le monde du cinéma. Et c'est comme ça qu'est né le festival il y a 26 ans. Et aussi, ce que l'on peut voir, c'est que pour des gens du cinéma, le monde du vin est une source quasiment inépuisable de sujets. Il y a des galeries de portraits extraordinaires, il y a de la fraternité, il y a de la convivialité, il y a cette histoire de lien magique entre l'homme et la nature. C'est la nuit des temps, c'est le futur qui se projette. Enfin, il y a de quoi faire des scénarios pour toute la vie. Merci d'être entré dans cet univers. Merci à vous. Et donc, on rappelle que les films vont faire partie de la sélection officielle. Alors, c'est à Marseille. On espère vite que vous reviendrez à Bordeaux pour le festival Eno-Vidéo. Ce que je vous propose, avant de passer au débat, c'est qu'on salue nos partenaires. Alors, ils ont contribué à faire de cette soirée aussi une réussite. Ce sont les partenaires de cette soirée. Arnaud Daffy de Vinocamp, je vais vous demander de venir nous rejoindre. Alors, Vin et Digital, c'est l'alliance parfaite pour la génération Y. Ah, Vin et Digital, ça marche pas mal. Ça marche pas mal parce que justement, cette génération Y, elle est... Je vais enfoncer une porte ouverte. Elle est quand même massivement connectée. Et c'est la première génération qui vit sa vie à travers le digital. Cette vie, elle la vit en tant qu'émetteur de contenu. On a un chiffre assez intéressant. Il y avait des chiffres tout à l'heure. On a un chiffre assez intéressant qui est qu'aujourd'hui, on a 33% des 18-25 ans. C'est un chiffre du baromètre Sowine. On a 33% des 18-25 ans qui postent du contenu lié au vin et à leur dégustation sur les médias sociaux. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et ça amène aussi à quelque chose d'autre, c'est que cette génération, elle est massivement spectatrice aussi de ça. Et les réseaux sociaux, ça devient une inspiration, c'est quelque chose dont on s'inspire. Vous avez beaucoup parlé de transmission. La transmission, elle se faisait beaucoup par le repas dominical, par le repas familial, par la famille, par le grand-père. Peut-être que maintenant, Instagram, Facebook vont devenir les nouveaux vecteurs de transmission. Je crois que Thierry Loret dans la salle, il est enseignant-chercheur à Cage Business School. C'est des sujets de réflexion sur lesquels il y a des recherches en cours. De se dire, est-ce que le digital n'est pas en train de devenir le nouveau vecteur de la transmission et de ce passage de connaissances parce que
Instagram, c'est un vecteur d'inspiration. Alors, nouveau consommateur, nouveau goût. Peut-être qu'on peut poser la question à Olivier Thiénot de l'École du vin. Je vais vous inviter à nous rejoindre, puisqu'on a une nouvelle représentation. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi de nouveau goût? Mais restez avec nous, on fera la photo finale après. Mais oui, il faut être un peu debout. Pensez aux vignerons qui sont dans les vignes, hein, ils ne se plaignent pas. Alors, un nouveau goût sûrement, mais je pense que si on lit les notes de dégustation ou des livres d'il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années, les vins n'étaient pas appréciés de la même façon. D'ailleurs, les commentaires de dégustation n'étaient pas les mêmes. En revanche, je rejoins ce qui a été dit. Pour cette génération, pour certaines raisons, comme disait Denis, le vin n'est plus un objet familier. Et donc, du fait qu'il ne soit pas familier comme ça, cette génération essaie de se l'approprier à leur façon. Donc, on a parlé des réseaux sociaux, parfois en faisant partie de tribus, de certains types de vins, et puis aussi en essayant de connaître, puisque je vois de plus en plus de personnes qui se forment dans le vin. Donc, il y a une sorte d'appropriation, mais en même temps, il y a une soif de connaissance. Et donc, il y a peut-être un nouveau goût du vin, mais il y a surtout une envie de quand même garder ce lien, comme vous disiez, avec la nature, et de se le garder en s'appliquant. Donc en prenant un peu de temps à le regarder, le sentir, le goûter. Donc il y a une sorte d'ailleurs de contradiction, parce qu'on rejette le vin à papa, et en même temps on lui emprunte un peu ses gestes, puisqu'on fait tous les fondamentaux de la dégustation. Merci beaucoup Olivier Thiénot. Et puis, dernier partenaire et pas des moindres, la Cité du Vin, je vais appeler Philippe Hernandez, responsable de la programmation culturelle. On l'a beaucoup entendu, hein. C'est une génération qui pousse à se réinterroger beaucoup les générations précédentes. Est-ce que quand on essaie de capter ce public-là, c'est aussi une façon de peut-être un peu de rafraîchir le logiciel et puis de se dire, tiens, si on se remettait en cause aussi dans nos propres représentations, les générations qui les précèdent? Oui, je crois qu'on a une vraie mission à la Cité du Vin, c'est de parler justement de ce produit culturel qui peut dérouter parfois, effectivement, qui est complexe. Souvent on dit moi j'y connais rien, et en fait je crois qu'à Bordeaux c'est plus possible, parce qu'on a un outil qui est formidable, qui est la Cité du Vin. On a des instituts de recherche, il y a les SVV, il y a les universités, il y a des écoles de commerce qui fleurissent avec tous un master en winery. Donc je pense qu'il faut vraiment se créer une culture lorsqu'on est à Bordeaux sur le vin, parce que lorsqu'on est invité chez quelqu'un et qu'on dit j'habite à Bordeaux, ça ne peut pas le faire si on dit moi j'y connais rien. Je crois qu'on n'a pas, voilà, on n'a plus le droit de dire ça. Voilà, on a un outil qui est là. Et voilà, on crée des rendez-vous. Donc ceux qui sont branchés réchauffement climatique, mardi prochain, il en sera question, puisque dans le cadre des vendanges du savoir, on va parler réchauffement climatique et tous les enjeux liés à la viticulture dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup Philippe Hernandez. Tous les trois, je vous ferai remonter sur scène tout à l'heure pour la photo finale. Il y a 2 micros qui vont circuler dans la salle. C'est le moment où vous allez pouvoir vous-même intervenir, poser vos questions. Alors la première question est toujours la plus difficile, mais n'hésitez pas à lever la main. Est-ce que je peux meubler la petite minute? J'ai réussi à oublier de dire quelque chose tout à l'heure. Ah, je vous disais, je connais cette voix. Ouais. Il s'est dit pas mal de choses, et il y a quand même quelque chose qu'on doit souligner. On parle de transmission, on parle d'une forme d'accélération aussi, parce que les outils numériques, et ça vient encore d'être scandé à l'instant, donc on a quelque chose de tout à fait formidable de ce point de vue-là, mais n'oublions pas un tout petit quelque chose. Et Denis Savreau, j'ai entièrement souscrit avec ce qu'il a dit, et nous deux, on partage le fait d'être indexés sur un temps médiatique. Or, les gens qui fabriquent le vin sont, eux, indexés sur un temps agricole. Ça veut dire pas plus d'une récolte par an. N'insultons pas l'avenir. Les gens qui sont en conventionnel, qui sont en bio, en nature, etc., réfléchissent sur leur boulot. Ils vont amender leurs pratiques, mais sur un temps agricole, pas plus d'une récolte par an. Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas de révolution, mais simplement des évolutions. Et ça, je pense qu'il faut bien le garder en tête. Il y a des gens qui sont d'un côté de la bouteille, qui vont à leur rythme, et d'autres qui sont de l'autre côté du verre, qui vont à un autre rythme. Donc, un temps pour tout.
Est-ce que le micro a circulé? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir ou réagir également? N'hésitez pas, vous pouvez faire des blagues. Il y a un monsieur qui est devant. Voilà, merci, bonsoir. Je me jette dans l'arène. Alors, je risque d'avoir des hésitations. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un micro, mais je m'aperçois que je ne suis pas le seul. Bon, tout d'abord, ce que je tiens à dire suite aux 2 courts-métrages que l'on a vus, je tiens à dire que c'est beau la jeunesse. C'est encore plus beau la jeunesse qui s'intéresse au vin. C'est beau aussi quand le vin, comme vous en avez parlé, vin en tant que plaisir. Le vin qui rappelle son premier baiser, j'ai cru entendre, sa première cuite. Tout ça, c'est vraiment très beau. Philosophiquement, c'est très bien aussi. Pardon. On est là pour rigoler, c'est vrai. Là où je voulais en venir, monsieur de la Revue de Vin de France, excusez-moi. Denis Savreau. Voilà, excusez-moi de ne pas avoir retenu votre nom. Il faut que j'achète la revue plus régulièrement. Comme vous avez dit, ce que souffre depuis quelques années la consommation de vin a énormément chuté, en particulier dû à la voiture, voilà, c'est à cause de la voiture, quoi. Hein. Bon, les villes évoluent, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit déjà. Hein. Voilà, moi je porterai plutôt l'accent. On a encore la chance de pouvoir boire 1 à 2 verres en conduisant, je crois. 1 verre sur 2, je ne sais pas, vous pouvez me contredire, mais 1 c'est possible. C'est une chance énorme. Hein. On le critique, mais c'est une chance énorme. Il faut voir les choses positivement. Moi je mettrais plutôt, donc j'ai parlé de l'accent, j'ai parlé du vin plaisir, génial. Moi je mettrais l'accent sur le vin consommation courante. Voilà, consommation courante. Pour moi le vin c'est comme le pain, le fromage, j'en mange à tous les repas. Pas au petit déjeuner, je vous rassure. Hein. Donc, en gros, je bois mes 2 verres par jour. Alors, très bien le vin plaisir, mais moi, je mets l'accent sur ce vin de consommation courante, quoi. En ayant des bons vins, évidemment. Plus des vins de la villageoise comme ça, hein, ça a évolué. Donc, je m'interroge, est-ce que la jeunesse... et du coup, on peut prendre, effectivement, son véhicule avec un verre de vin, toujours. Donc je pose la question aux jeunes, est-ce que vous êtes prêts à faire la fête? Oui, ça y est, la réponse est connue. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes voilà, à boire vos petits verres de vin à table? Je sais pas, je pose la question Pose la question à la génération Y, à Tanguy, Antoine, Édouard, Vincent, Serena. Comment voit la chose le producteur? Alors, moi, je ne suis pas issue du domaine du vin. J'ai appris par la transmission de moi-même. Voilà. Moi, mes parents n'ont pas trop cette culture-là non plus, un peu. Et ça a été dit tout à l'heure, il y a apparemment 1 jeune sur 10 qui boit tous les jours. C'est ça? Du vin? Un peu moins. Voilà, donc je crois que la réponse, elle est là. Après, c'est des histoires personnelles, mais ça, c'est... Bon. Mais en tant que jeune, je crois que... Oui, on s'intéresse. Après, c'est pas une question de... Enfin, chacun son rythme, quoi. Voilà. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il y a plus ce petit verre de vin à table qu'on mélange avec de l'eau. En fait, je pense que les pratiques ont évolué de ce point de vue-là, c'est que je crois que la jeunesse d'aujourd'hui boit mieux. Et quand elle boit, elle s'y intéresse vraiment, ou alors elle ne boit pas de vin. Je crois que c'est ça. La qualité plutôt que la quantité. D'autres veulent réagir? Moi, j'ai été caviste pendant 2 ans à Paris. J'ai énormément de clients qui, pendant longtemps, me demandaient un vin de tous les jours. Comme si cette épithète avait une réelle signification, mais en y réfléchissant, oui, pendant longtemps, les gens buvaient tous les jours. En 1960, on consommait 160 litres de vin par personne par an. C'est un demi-litre par jour, c'est énorme. On est un pays où la consommation d'eau a dépassé la consommation de vin en 90. Les gens ne le savent pas, mais c'est extraordinaire.
Je pense qu'il y a, en plus du fait qu'on consomme moins de vin, qu'il y ait la voiture, qu'on ait l'interdiction de conduire, etc., il y a un véritable mouvement vers un mode de vie plus sain. En Angleterre et aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'appelle le teetotal, qui veut dire entièrement thé, qui est un mouvement assez à la mode où les jeunes ne boivent plus du tout d'alcool. Il y a 30% des jeunes en Angleterre aujourd'hui qui ne boivent plus du tout d'alcool. C'est énorme. Mais c'est pas seulement le vin, c'est un mode de vie en fait. C'est un lifestyle, comme ils disent en anglais, qui prend une ampleur énorme. Donc il y a une réelle évolution. C'est pas contre le vin, c'est contre l'alcool en général. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, je me permets juste une demi-réponse en forme de question. Je vous vois pas très bien, mais je pense que vous êtes un peu plus chonu que les amis qui ont répondu là. Je me permets, hein, j'ai les cheveux blancs qui poussent aussi. Vous avez peut-être connu des cellules familiales plus structurées, des temps de repas aussi plus structurés. Et ce qu'on connaît de la société, c'est justement cet éclatement de la manière de manger qui est un peu moins patrimoniale. Denis Savreau a convoqué la figure du père tout à l'heure. Donc voilà, je pense que c'est aussi la manière de vivre qui a peut-être un peu évacué au large le vin. Alors d'autres boissons, simplement par leur conditionnement, leur facilité d'ouverture, ont peut-être mieux répondu à cette évolution-là. Est-ce qu'il y a d'autres bras qui se lèvent pour poser une question? Alors, ce que je vais vous inviter à faire, vous qui êtes assis là, sauf vous, Dominique, dont on sait que vous aimez beaucoup le micro, je vais vous inviter à retourner à vos places. Je vous ferai revenir plus tard, parce que nous avons une surprise. Une surprise que vous a réservée Dominique Hutin. Et si vous me permettez ce lancement, Dominique, il n'est pas trop sec, il n'est pas trop doux, il est mi-doux. Peut-être que certains auront reconnu la référence cinématographique. 75 centilitres par seconde, ou comment explorer la relation entre le cinéma et le vin, c'est avec Dominique Hutin. Je vous surveille. Alors, en attendant de vous tirer les oreilles, je voudrais dire, évidemment, merci, bravo d'avoir trouvé du sens à assister cette projection que j'espère suffisamment riche, qui exceptionnellement va s'étirer sur 2 heures, 10 minutes. Bon, écoutez, on va avoir du mal à épuiser la question de la relation vin et cinéma en 10 minutes. Je vais faire de mon mieux. C'est du sur-mesure, donc j'ai ma petite anti-sèche. C'est un petit secret de radio, donc je vais essayer d'être connecté au maximum avec vous, mais je vous quitterai du regard une fois ou deux. Alors, la première question qu'on peut se poser, par exemple, c'est qu'est-ce que c'est qu'un vin qui parle d'un film? Plouf, plouf, on va la refaire. Qu'est-ce que c'est qu'un film qui parle du vin? Alors en France, c'est relativement simple. Jusqu'il y a très peu, un film qui parle de vin se reconnaissait au fait qu'il y ait notre ami Pierre Arditi au générique. Systématiquement. Voilà. Alors je plaisante avec lui, mais pour avoir travaillé avec lui sur des films, je suis obligé de reconnaître que c'est un grand connaisseur. C'est quand même un gars qui reconnaissait une bouteille de muscat de chez Caz à plus de 20 mètres. Donc il y a une forme d'instinct. Cela dit, reste que son omniprésence sur les génériques a quand même témoigné de quelque chose, c'est-à-dire la difficulté de renouveler le message du vin, et spécialement pour ce qui nous occupe aujourd'hui, de toucher le public de la génération Y. Et il faut bien le dire, nous sommes en présence, une fois qu'on a animé, lorsqu'on a convoqué les deux notions de vin et de cinéma, on est en présence de deux industries qui ont une nécessité d'assurer leur pérennité. Alors bien sûr, il y en a une qui est vieille de 8000 ans, ce qui fait quand même une longue histoire en regard de celle du cinéma, qui fait un petit peu, pour le coup, figure de jeune premier prépubère. Donc, on a aussi cet autre univers qui est calqué, je l'ai dit tout à l'heure, sur le temps agricole, donc qui est forcément lent, quand l'autre dévale à 24 images par seconde. Donc deux univers différents, mais qui sont tous les deux régentés par une espèce d'écosystème contemporain, qui sont réglés sur une forme de compétition
au final. Et donc tous les deux sont condamnés à s'adapter au goût de l'époque, et peut-être même qu'ils vont trouver du sens à s'épauler l'un et l'autre. Alors, reste que tout cela n'est pas aisé, et là on peut convoquer une autre figure. Je vais rappeler le mot d'un réalisateur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, lorsqu'il est sorti du tournage de Coup de tête, un film sur le football, c'est un peu différent, et il a dit sa difficulté, voire l'impossibilité de tourner, de filmer le football. Et on peut peut-être penser la même chose du vin. C'est très, très compliqué. Donc vous aurez le loisir de pouvoir le juger, et je vous propose qu'on démarre avec la machine à remonter le temps. La question de la société et son rapport à l'alcool, elle existe depuis toujours, et depuis toujours, elle a mobilisé les autorités sanitaires, comme l'atteste ce premier extrait, alors qu'il est issu d'un cinéma très primitif. Nous sommes en 1906, donc nous sommes avant 14-18, et bien sûr nous sommes bien avant la création des appellations d'origine contrôlée qui n'interviendront, elles, qu'en 1936. Que ça vous serve de leçon. Alors, il faut quand même le rappeler, 1906, nous sommes en l'an -85 avant Claude Évin. C'est intéressant de remettre certains repères en perspective. Par exemple, si aujourd'hui, en termes d'alcool, c'est un facteur aggravant lorsqu'on va juger un accident au tribunal, eh bien longtemps, c'était une circonstance atténuante parce qu'on considérait que le conducteur n'avait pas conscience de ses actes. Petite illustration. Voilà. Donc on comprend bien qu'en termes de modération, la mode n'a pas toujours été la même et les rations non plus. C'est aussi l'occasion de rappeler que, si on veut resituer les choses dans une perspective historique, le ministre de l'Agriculture en 1922, donc je le rappelle, on est au sortir de la guerre de 14-18, le ministre de l'Agriculture, donc le discours officiel, nous disait « Nos pères n'étaient pas des buveurs d'eau. C'est pour cela qu'ils ont fait la France. Sans le pinard, elle n'aurait pu être sauvée en 1918. » Voilà, le vin entre dans le récit national. Et les députés vont même proposer d'accorder au maréchal Pinard, ça n'est pas une personne, c'est simplement le surnom de la ration journalière du poilu, donc qu'on le promeuve au rang de l'équivalent de la Légion d'honneur de l'époque. Alors, en matière de vin et de cinéma, heureusement, tout n'est pas que quantité. Et si on veut interroger la place du vin dans la société, on peut aussi interroger la place du cinéma dans la société. Avec cet âge d'or, les années 60, moi j'habite un bled de 2900 habitants, on comptait dans les années 60 3 cinémas. Je vous laisse faire le calcul du ratio. Donc on peut donc considérer que le cinéma a d'abord été un lieu, un peu comme les églises ont été un lieu de rencontre, un lieu un peu communautaire au final. Et ce lieu communautaire, eh ben, on s'est aperçu que c'était un lieu idéal pour faire passer un message, d'autant plus que le public était captif, il était assis, il n'était pas prêt de partir puisqu'il avait payé sa place. Donc ça, c'était assez intéressant. Et donc le premier âge du vin au cinéma, c'est un vecteur de documentation, de sensibilisation. On va donc aller dans les années 50, et c'est un film en direction des professionnels. Oui, la fin est un peu abrupte. Comme l'a été la fin des VDQS, cette classe un peu bâtarde qui était logée entre les appellations d'origine contrôlée et les vins de pays. Je pense que les professionnels de la profession qui sont autour ont pu sourire à cette carte postale un peu jaunie, mais voilà, l'agrément est passé par cette case-là. Vous avez pu noter dont le seul aspect nous assure de la compétence, et puis aussi la papille prépondérante. Voilà, donc du pittoresque. Et si vous aimez le pittoresque, vous allez en avoir, parce que le vin au cinéma va quitter les rives du documentaire pour se rapprocher d'une coloration du divertissement. Et tout ça nous rappelle qu'au final, le vin a écrit une grande partie de son histoire au bout du zinc, et que le cinéma, lui aussi, est un art populaire, ce qui illustre à merveille ce duo de choc, Bernard Blier et Jean Gabin. Un sandwich pâté. Alors peut-être qu'on tient là les origines de la mode du cocktail. Alors, si le cinéma est un lieu, il est aussi la terminaison nerveuse d'une industrie qui a besoin de recettes. 1958,
Alors, l'industrie du divertissement va se rapprocher du zinc, vous l'avez vu, où s'épanchent évidemment des prix Nobel du goulot. Et le cinéma, en entrant dans les bars, va prendre la forme de jukebox vidéo. Et la pellicule va être convertie, ce qu'on appelle des scopitones, qui n'est rien de moins que l'ancêtre du clip. Bon, c'est pas tout à fait super loi E20 compatible, cette histoire-là. Et on voit que l'abus d'alcool jouit encore d'un capital sympathie assez fort. On est encore loin de 1984, avec, vous le connaissez, un verre ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Tout à l'heure, on a convoqué une scène de culture, là aussi, puisque c'était Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse, avec cette dégustation très orthodoxe, très maniérée. Mais ça concorde avec la fin des années 60, les années 70, à une époque où le buveur du dimanche va chercher à s'approprier les secrets du vin. Et donc, je vais vous proposer de prendre le large pour percer les mystères de la dégustation. Ça s'appelle Sideways, c'est en 2005, et c'est aux USA, aux États-Unis. Alors la musique, plus le doublage, sans être vraiment préhistorique, on sent que le film commence à dater un peu. Puis on sent aussi autre chose. En filigrane, il y a autre chose. Il y a la figure de la France qui a un peu encore valeur de référence. Je vous rappelle qu'on est en 2005. Vous voyez, tout ça est surjoué. Il y a une espèce même de moquerie. Cette dégustation très théâtrale, façon vieille Europe. Et si l'extrait est lénifiant, ça permet aussi de remettre en perspective autre chose, le fait qu'on ait 2 cultures différentes. La culture de la France, par exemple, qui est lourde, elle, de 2000 ans, alors que la culture américaine appartient au Nouveau Monde. Et certainement, y avait-il du sens, avec cet extrait-là, de mener une pédagogie auprès de buveurs dont la science du vin était en gestation. Je le dis en termes plutôt diplomatiques. Tu mâches du chewing-gum. Voilà la chute. Voilà ce qu'on pouvait trouver donc comme type de comportement. Donc c'était assez intéressant. Seul problème, c'est que la Californie, c'est un petit peu loin. Rassurez-vous, si tu ne vas pas au vin, le vin viendra à toi. Car depuis quelques années, vous le savez, les salons fleurissent et ils permettent de rencontrer des vignerons et de voir que oui, il y a bien un bonhomme dans la... Voilà, la femme, la transmission, cette difficulté. Alors on l'a vu aussi, on est en France. La France continue d'être une forme de référence, mais elle a besoin d'utiliser des repères connus du tous pour aller se raconter à l'étranger. Ça, c'est strictement le même film, mais dont on a changé le titre pour qu'il puisse voyager plus facilement et être connu et compris sur tous les continents. Alors, puisqu'aujourd'hui, le propos était de croiser les univers, le vin va utiliser les techniques du cinéma pour renouveler son imaginaire, mais aussi les modes de consommation et même l'acte d'achat. Et j'ai testé pour vous une application sur smartphone. C'est australien. Et c'est simplement une bouteille, telle que vous les connaissez, une application smartphone. Et c'est tourné en live chez moi, tranquillement. Voilà ce qui vous attend demain. Alors on savait évidemment que mixer vin et cinéma, ce serait se rincer l'œil autant que le gosier. On savait que le vin pouvait être bavard. On sait maintenant qu'il est doué de paroles. Et en parlant de paroles, merci d'avoir bu les miennes. Merci infiniment Dominique Hutin de ce moment partagé. Des moments partagés, nous allons encore en avoir. Je vais inviter les partenaires et les intervenants de la soirée à venir nous rejoindre pour la photo finale. Et pendant qu'ils nous rejoignent, laissez-moi ajouter que vous allez pouvoir continuer à prolonger le plaisir de cette soirée puisque s'ouvre dès demain le festival Extérieur Nuit à l'UGC Cinécité de Bordeaux qui sera consacré cette année à la symétrie. Et puis, vous allez également pouvoir nous rejoindre alors en sortant par le bas de l'amphithéâtre pour une dégustation au cours de laquelle vous aurez le plaisir de pouvoir continuer le dialogue avec Dominique Hutin puisqu'il vous fera déguster, vous voyez le lapsus, il vous fera dédicacer son livre Grand Cru déclassé. Merci en tout cas à vous tous pour cette soirée et belle soirée à vous.